comment dirais-je, de notes sur Philippe Omotunde, qui est édifiante parce que un jour nous avions une dame qui collaborait en tant que caméraman comment dirais-je avec nous. Et cette dame, ne connaissant pas réellement notre orientation, elle a invité Philippe Omotunde dans notre studio pour une interview. Donc j'ai interviewé Omotunde, je ne le connaissais pas, je lui ai posé certaines questions. Et il a débattu sur des thématiques qui remettent en question le concept de l'unité africaine, c'est-à-dire l'OUA, l'organisation de l'unité africaine. L'unité africaine, c'est l'union des pays africains dans la diversité de leur culture, de leur religion, c'est ça l'unité africaine. Et lorsque les pionniers de l'unité africaine se sont réunis avec Kwame Nkrumah, avec Haïlé Sélassié, ils ont créé l'organisation de l'unité africaine. C'était pour unir tous les peuples d'Afrique dans la diversité et de la tolérance. Et Omotunde a développé la thèse contraire, disant que bon voilà, il faut instaurer le royaume de Kemet pour l'Afrique. Il faut instaurer la monnaie de Kemet. Donc j'ai été surpris de découvrir Omotunde dans son positionnement qui était contraire aux principes fondamentaux, comment dirais-je, aux références de l'unité africaine. Et à l'entendre dire que bon, c'est la monnaie de Kemet, nous savions que pour l'Afrique, il y avait déjà une prémisse de monnaie en perspective qu'on appelait l'afro. On a vu ça avec Gaddafi. Et après son interview, il y a comment dirais-je, un rabatteur de la secte afrocentriste qui a informé Omotunde sur mon travail. C'est-à-dire, ils ont dit à Omotunde que c'était pas le bon studio où tu devais te rendre parce que ces gens-là sont des musulmans. Alors, le coup que Omotunde nous a fait, c'est-à-dire qu'il a envoyé cette dame nous réclamer, comment dirais-je, la carte son de vidéo, alors que sa collègue avait finalement aussi sa caméra et elle avait une carte son qui avait filmé tout l'interview. Et ensuite, Omotunde, par l'intermédiaire de cette fille, pour récupérer, parce qu'il a dit des choses qui sont, comment dirais-je, controversées, qu'il ne pouvait dire qu'entre afrocentristes. Or, il a dit ces choses-là dans notre studio. Alors, il a voulu faire pression sur moi, même m'intimider, même me menacer d'un procès pour récupérer comment dire, cette vidéo. Et nous avons réagi avec notre avocat. On a envoyé une lettre pour leur dire que vous aviez une caméra, donc par conséquent, vous avez filmé l'interview de M. Omotunde, et nous avons nos caméras, nous avons filmé l'interview, donc c'est-à-dire que nous ne vous devons aucune vidéo. Donc c'est pour vous montrer en fait la duplicité de Omotunde puisque nous avons eu affaire avec lui. On a vu que les laboratoires de manipulation, puisque je me rappelle que une loge maçonnique, j'ai les références, une loge maçonnique, je crois à Saint-Dié, je crois, dans ses ateliers, elle étudiait la négritude, le tiers-monde, les Antilles-Guyane, et en fait, ils ont travaillé dans des ateliers et ils ont lancé des ballons d'essai pour créer des idéologies sectaires qui vont opérer dans les milieux de la diaspora
en France et les Antilles, où il y a une quête d'identité, une recherche de l'identité, une recherche de l'Afrique. Et on se rappelle aussi par rapport à ces manipulations que aux États-Unis, lorsque le mouvement de résistance civique au niveau des associations, à l'époque c'était 40 millions de Noirs, ils organisaient des systèmes d'autosuffisance, d'alphabétisation, d'autonomisation. Et donc, on a vu qu'il y a des services de manipulation qui ont voulu interrompre ce processus culturel d'autosuffisance, d'autogestion et essayer de réprimer les dirigeants, les leaders qui organisaient ces mouvements d'autogestion et ensuite les criminaliser et ils vont faire une opération de diffusion de la drogue pour atteindre la nouvelle génération qui pourrait prendre le relais des aînés qui avaient commencé un travail d'autogestion, un travail de l'organisation et de la communauté noire américaine. Et je crois que finalement, ce même traitement de la manipulation par les laboratoires, ce que j'appelle les laboratoires de manipulation qui va faire émerger des sectes, va être appliqué dans la diaspora en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, dans les régions insulaires pour essayer de stopper, comment dirais-je, l'éveil vers l'islam. Parce que l'éveil vers l'islam en Europe, en France, a été fulgurante. Tandis que ils ont cherché à stopper cet éveil dans la Caraïbe en créant des barrières sectaires, diffusion de stupéfiants, comment dirais-je, management des sectes, etc., etc. Et donc, et là, on voit que les courants, les groupuscules sectaires s'attaquent directement au christianisme, qui n'a pas assez de force pour comprendre le phénomène et pour se défendre. C'est pour ça que nous, les musulmans, nous venons en renfort de nos frères chrétiens pour leur expliquer qu'il y a un danger de déstabilisation de nos foi dans cette société et il y a une nécessité de rapprochement entre musulmans et chrétiens pour mieux connaître nos religions afin de nous renforcer et d'avancer ensemble dans l'édification et l'épanouissement spirituel, quoi. Voilà. Donc, effectivement, il y a c'est un gros souci par rapport à ces manipulations. Donc, en fait, là, on rentre dans une problématique. C'est-à-dire que l'engouement qu'il y a pour ce vide identitaire qui a été conditionné par des siècles de colonisation est en train d'être comblé par des subterfuges qui ne sied pas au paradigme caraïbéen, mais au paradigme, on va dire, plutôt africo-africain. C'est-à-dire que quand on voit des personnes comme Kalala Omotunde, qui est originaire des Antilles, qui est un défenseur, on va dire, de tout ce qui est culture Égypte, Afrique, mais surtout l'Égypte, et qui veut même faire rapprocher la culture caribéenne de l'ancienne culture d'Égypte. Mais je lui demanderai, d'avant de faire ça, d'essayer de faire des rapports, un minimum au moins, un rapport croisé avec les cultures
amérindienne sur l'héritage du Gros Ka ou du Belait ou quoi. Il n'y a pas que l'Afrique dans ça. Et je rajouterais que du coup, il y a une substitution, c'est une aliénation en plus. Et comme tu le dis, c'est vraiment un problème parce que ces tendances, ces mouvements afrocentristes, eh bien, non seulement ils sont racistes, hein, ça c'est pas juste le fait de dire oui les locodermes et tout ça, bon ça c'est des petits colibés, mais c'est le fait de vouloir justement emmener de la division, de dire oui mais toi t'es trop clair, oui mais toi on est encore dans on nous ramène dans des époques encore à l'arrière. Combien t'as de peau mélanisée? Est-ce que on est dans des séparations qui nous ont déjà causé beaucoup de tort? Alors, je veux dire que quand on regarde cette problématique, voilà, des mouvements qu'on dit kémites, alors moi je suis pas contre que les gens ils fassent des recherches pour leur histoire, qu'ils valorisent leur identité, leur héritage, qu'ils fassent des recherches pour que ça serve. Mais eux, ils l'érigent en religion, et ils le disent clairement. Donc, je vais continuer sur cette lancée pour expliquer que vous avez je vais montrer cette photo-là qui est sur Internet, c'est dans le blog du Griot. Eh bien, les afrocentristes, il y a un nommé Bérisson, qui est un activiste de la mouvance. Il avait posté, il avait mis un post sur mon mur avec un pharaon en tête de chien et avec un texte qui disait que, en fait, voilà, je lis, sans le diable, il n'y a pas de judaïsme, de christianisme ou d'islam. Mais ni péché, ni le diable ne sont des concepts indigènes africains. Le diable tel qu'il est exposé dans les religions dites révélées judéo-chrétiennes et islamiques n'existe pas dans la spiritualité traditionnelle africaine. Voilà, point, fin de citation. Donc, vous voyez que, alors, il poursuivait, la religion africaine ne connaît pas un principe cosmique du mal comme du diable, comme dans la foi chrétienne et musulmane. Donc voilà de tels propos controversés que ces afrocentristes tiennent justement en Martinique pour aboutir la majorité de la population qui est déjà de foi chrétienne, c'est-à-dire, pour moi, du fait que la majorité de la population soit de foi chrétienne, soit des adorateurs de Dieu, c'est déjà, pour nous musulmans, quelque chose de très important. Mais le danger, c'est que, à cause de la faiblesse du christianisme, ils ne se rendent pas compte du danger qui les menace, puisqu'il y a des gens de cet acabit qui s'attaquent aux livres sacrés, qui s'attaquent aux religions révélées et qui veulent entraîner les gens qui ont déjà la foi dans l'idolâtrie et le polythéisme. Donc c'est un grand danger et c'est pour cela que je pense que il faudrait un dialogue entre chrétiens et musulmans pour faire face à ce danger des éléments qui veulent sortir les adeptes de la foi judéo-chrétienne de leur foi initiale pour les emmener à adorer des pharaons à tête de chien et qui, dans leur programme, ont comme objectif de détruire, déjà qui jettent l'anathème sur la Bible, la Torah, le Coran, et dont l'objectif, c'est de créer finalement une guerre civile. C'est-à-dire, s'ils sont en position de pouvoir, eh bien, ils vont carrément
chercher à porter atteinte à la foi de la majorité de la population, ça veut dire du peuple, parce que il faut le reconnaître, la majorité des populations Martinique, Guadeloupe, Guyane sont des chrétiens. Donc leur but, c'est de porter atteinte à la foi populaire. Et donc c'est un grand danger, mais à cause de sa faiblesse idéologique, le christianisme qui a en fait été, qui est dominé par, comment dirais-je, le système anticléricaliste, n'a pas la possibilité de se défendre face à toutes ces attaques, et c'est pour cela que nous, les musulmans, nous sommes rodés dans le dialogue à travers les textes, et nous pouvons proposer aux chrétiens un dialogue entre musulmans et chrétiens pour faire face à nos adversaires, il faut dire carrément, hein, faire face aux ennemis de la foi chrétienne, la foi judaïque et la foi musulmane, qui représentent une menace sectaire, une menace, je vais dire, génocidaire. Parce que c'est comme ça que les choses ont commencé au Burundi, dans certaines, par exemple en Côte d'Ivoire, entre Balaka et anti-Balaka. Donc l'afrocentrisme est génocidaire. Le noirisme et l'afrocentrisme est porteur de théories racistes telles un néofascisme génocidaire dont le peuple en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, pour le bien-être de la nation, doit se protéger, que ces peuples-là doivent se protéger contre ce néofascisme qui a repris les mêmes... on peut expliquer que les Européens n'ont jamais été des Aryens, mais cette théorie du nazisme a été inventée de toutes pièces par Goebbels, c'est un théoricien de Hitler néofasciste. Donc il fallait purifier, il fallait, selon Goebbels, selon la théorie naziste, il fallait purifier la race européenne, c'est-à-dire déclencher des pogroms, déclencher des holocaustes, comment dirais-je, exterminer des juifs, purifier la race européenne, et c'est le résultat, c'est 2 guerres mondiales où la France, lors de la première guerre, a perdu 1 million de soldats. Ou, comment dirais-je, donc on voit que dans le néofascisme qui se développe à travers l'afrocentrisme et le noirisme extrémiste, il y a un danger de guerre ethnique et de génocide, et l'afrocentrisme, l'extrémisme noiriste est porteur de ce danger, et je crois que pour protéger notre vivre ensemble en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, dans les régions insulaires, la population et les musulmans doivent s'unir pour faire face à ce danger et pour le réduire. Et je pense qu'actuellement, le système, en fait, puisque je disais qu'il y a des médias, mais le système entretient cette confusion, pour créer les éléments de discorde, les éléments conflictuels, pour briser ce que j'appelle le ciment qui unit les Martiniquais, qu'ils soient blancs, qu'ils soient chabins, qu'ils soient indiens, qu'ils soient d'origine chinoise, qu'ils soient d'origine arabe et juive. C'est un grand danger. Et donc, c'est le constat qu'il faut faire. Et donc, vous voyez, il y a des attaques très ciblées, puisque j'ai montré ce document où il se propose alors il dit, sans le diable, il n'y a ni christianisme, ni judaïsme, ni islam. Donc, il propose d'adorer des pharaons à tête de chien. Donc, c'est gravissime. Est-ce que le vide identitaire des Antilles francophones, qui est le lieu au monde, à mon avis, qui est le plus aliéné, car déjà, les colonies françaises étaient déjà sous cloche par rapport à toutes les autres colonies anglaises ou quoi, on voit qu'ils sont déjà beaucoup plus développés que nous, mais, ou alors qu'ils ont déjà eu tous quasiment une indépendance ou alors une gestion
d'autonomie de leur territoire, ce que nous n'avons pas. C'est-à-dire que aux États-Unis est né tout un tas d'idéologies suprémacistes où on vous explique que la race blanche a été créée en laboratoire par des savants noirs, et on nous dit même, si vous allez dans la doctrine de ces sectes comme la Nation of Islam, on vous explique que un certain Yacoub, un peuple noir qui vivait dans le centre de la terre, un jour un savant fou du nom de Yacoub aurait inventé dans un laboratoire la race blanche et qui aurait peuplé la surface de la terre. En entendant mon récit, vous vous rendez bien compte que les références, les idéologies de ces mouvements, ils ne vous les présentent pas comme ça. Il s'est enrobé on vous prépare l'esprit, on vous malaxe les neurones, on vous dit oui, il y a pas de prophète, il y a pas de révélation, il y a pas de paradis, il y a pas tout, voilà, tout ça, voilà. Ce qu'on vous dit, oui, ça c'est des créations, c'est occidental ou quoi, alors que dans les recherches qu'on fait, on voit bien que les premiers chrétiens, ils étaient en Afrique, que les premiers Hébreux, ils étaient en Afrique, que les premiers musulmans, dès l'aube de l'islam, ils étaient déjà dans la corne de l'Afrique. Je veux dire, donc ces religions-là sont intimement liées avec les peuples, on va dire, de ces régions-là. Donc, je veux dire, ces gens-là, ils luttent contre des religions qui sont déjà africaines. Et les gens, ils sont dans un esprit de dire ah oui, c'est vrai, on a été colonisé, converti de force. Mais le truc, c'est que si on analyse, on voit que les Européens n'étaient pas chrétiens. D'abord, l'Afrique était chrétienne et le message chrétien arrive en Europe. Ensuite, c'est pareil pour les Hébreux. Les Hébreux, c'est en Égypte. L'Égypte, c'est en Afrique. Donc, tout est les falachas d'Éthiopie, c'est en Afrique. Ils se disent hébraïques de la tribu de Dan. Donc, on va dire que ces gens-là se disent lutter contre des soi-disant religions révélées qui seraient venues de l'extérieur, alors que non, c'est des religions qui émanent du Moyen-Orient, de la corne de l'Afrique et de l'Afrique, en gros. Hein, on va dire que cette région-là, c'est pas spécifiquement européen. Hein, donc il y a un non-sens dans tout ça. Ils sont très forts. Vous avez un professeur guadeloupéen universitaire qui s'appelle Pierre Nilon qui vous dit que le phénicien est plus ancien que le tifinagh des Imazirs, et vous, Macandal, avec le professeur Zouda du Mali, nous avons fait un live de plus de 2 heures où nous faisons des travaux croisés qui n'ont jamais été faits. Puisque, en fait, je voulais savoir ce que vous pensez comment dirais-je, de la mission de Kémy Séba concernant le panafricanisme, parce que ça fait deux tournées que nous avons enregistrées. La première tournée le 23 mai 2018 et une autre tournée tout récemment de Kémy Séba. Et lors de la première tournée, nous avions remis à Kémy Séba un mémorandum que vous pouvez trouver sur Internet. C'est Collectif antisioniste Pierre Davidas Kémy Séba. Dans ce mémorandum, nous expliquions que, en fait, il y a toute une élite afrocentriste que Kémy Séba lui-même a dénoncé dans des vidéos, qui œuvrent de désinformation et qui œuvrent pour s'attaquer à l'Afrique noire, à l'Afrique du Nord, dans le Maghreb, au Maroc, la Tunisie, l'Égypte et tout ça, la Tunisie, le Maroc, et que ces personnes finalement ils surfent sur le panafricanisme pour frapper un grand coup aux Africains, qu'ils soient musulmans, arabes ou non musulmans. Donc, nous avons fait ce rapport
Et nous attendions que M. Kémy Séba, qui lui-même a dénoncé les afrocentristes dans leur aberration, qu'il pourrait justement jouer le rôle de modérateur en Martinique, en Guadeloupe, afin de ramener tous ces gens à la raison. Et donc, nous avons remis ce rapport. Kémy Séba nous a contactés en message privé pour nous dire qu'il était d'accord avec nous sur cette position. Donc, il y a deux solutions. Soit Kémy Séba, lorsqu'il vient aux Antilles, son travail, c'est d'encercler les détracteurs de l'Afrique, les racistes, les afrocentristes, pour les isoler du complot d'Israël, pour les isoler d'Israël. Donc, si les démarches de Kémy Séba consistent à prendre en main ces afrocentristes pour les isoler d'Israël, pour réduire leur nocivité, c'est une bonne chose. Mais nous attendions qu'à son deuxième voyage, Kémy Séba instruit du rapport collectif antisioniste Pierre Davidas Kémy Séba, expliquant la démagogie, expliquant, comment dirais-je, la stratégie des détracteurs des Africains de toute l'Afrique qui se servent finalement de Gorée et qui se servent de Bénin dans une propagande qu'il serait intervenu pour leur dire, bon voilà, moi Kémy Séba, je suis musulman, j'ai connu les afrocentristes et j'ai fait des vidéos pour dénoncer leurs excès. Maintenant, le panafricanisme aux Antilles, c'est un mouvement identitaire, c'est un mouvement qui n'a rien à voir avec... Je me permets de juste dire, je te laisse continuer. Je juste dis un truc. Kémy Séba n'est pas musulman. Ah, j'ai toujours cru que Kémy Séba était musulman, puisque en fait, il a parlé de son adhésion à comment dirais-je, à la nation de l'islam, et il avait fait une vidéo disant qu'il était lié. La nation de l'islam n'est pas reconnue par. Oui, mais il a fait une vidéo que nous avions vue sur Internet où il était allé, comment dirais-je, voir comment dirais-je, le centre iranien pour se convertir à l'islam. Et il avait fait une vidéo, il avait rencontré, comment dirais-je, je ne sais pas où, dans une banlieue française, et il avait fait sa profession de foi et il avait déclaré qu'il était devenu musulman après son emprisonnement. Je ferme la parenthèse. Le problème, c'est qu'il a changé de position. Donc, il change de position tout le temps, alors? Oui. Mais c'est-à-dire qu'en fait, tu parles à quelqu'un qui suit Kémy Séba depuis 2006, bien avant qu'il aille au Sénégal. Donc, je connais ce qu'il a bien voulu nous montrer de son parcours et je le suis depuis de très longues années. J'écoute souvent ce qu'il dit. Je ne vais pas dire que j'ai vu toutes ses interventions. Je ne suis pas un fan, je ne suis pas allé le voir lui personnellement se déplacer, mais j'ai été touché par son combat. Voilà, je sais qu'il mène un combat noble. Il faut le soutenir, même si nous avons des points de désaccord qui peuvent être nombreux. Mais il faut quand même des hommes comme ça. Oui, alors, c'est-à-dire, dans ce papier, le 25 mai 2018, nous avions fait un appel à venir soutenir Kémy Séba au Parc Floral de Fort-de-France. Je rappelle que le Parc Floral de Fort-de-France, c'est le lieu où Berzin l'esclavagiste, qui a déporté des Antillais, a été mis en prison en résidence surveillée après son échec qui a mis un terme finalement à son épopée.
c'est le parc floral, je ferme la parenthèse, nous avions appelé à soutenir, à se mobiliser, comme Kalash aussi. Kalash avait appelé à se mobiliser, je crois, pour la première intervention de Kémy Séba le 25 mai 2018 au Parc Floral. Mais il me semble que je m'attendais à ce que Kémy Séba puisse faire évoluer le débat pour faire sortir les afrocentristes de leur extrémisme qui travaillent contre les intérêts de l'Afrique, contre les intérêts des alliés aussi de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane, qui sont les peuples africains, qui sont les peuples arabes et du tiers-monde. Parce que ils tirent, les afrocentristes tirent à boulet rouge sur tous les musulmans, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, l'Afrique, etc., etc. Ils disent qu'il faudrait détruire l'islam. Il y a un certain Bilolo, c'est un égyptologue qui est venu en Martinique vers l'année 2000, qui a déclaré tout de go qu'il faut détruire l'islam. Donc je pensais que M. Kémy Séba pourrait jouer le rôle de modérateur, vu sa position en Guadeloupe et en Martinique, pour expliquer aux gens que le panafricanisme, c'est un mouvement d'unité, d'organisation de l'unité africaine pour défendre les intérêts économiques et culturels, identitaires et souverainistes de l'Afrique. Nous attendons toujours et nous aurons souhaité que Kémy Séba, en tant que responsable d'urgence panafricaniste et musulman, comme il le dit, parce qu'il a fait la profession de foi devant, comment dirais-je, devant comment dirais-je, l'organisation, je ne sais pas quoi, des Iraniens en France. C'était quand ça? C'était quand ça? Si vous recherchez sur Internet, vous allez voir ça, parce qu'il a fait. Parce que moi, de ce que je suis de son parcours assez régulièrement, je prends des nouvelles de ses communications. J'ai vu l'évolution. Effectivement, il est passé, dit-il, par l'école musulmane, à savoir quelle école, je ne sais pas laquelle pour l'instant. Il a vécu 9 ans au Sénégal. De ce que je sais de ce pays, on ne peut pas passer à côté de la religion musulmane et un bon nombre de ses soutiens au Sénégal sont musulmans. Donc, j'imagine qu'il a une compréhension quand même du fait de la proximité et s'il est comme moi, il a vécu parmi le peuple et donc été invité dans de nombreuses familles et manifestations de dignitaires, donc témoigner comme j'ai pu le faire moi-même de cette ferveur ambiante permanente du Sénégal, une ferveur même si il y a des catholiques et des protestants qui sont en minorité même parmi le peuple sénégalais, l'écrasante majorité sont dits musulmans. Donc c'est quand même quelqu'un, à mon avis, qui a une connaissance sur, et elle en a sûrement, à mon avis, en a appris plus en séjournant 9 ans au Sénégal sur l'islam qu'en allant, à mon avis, vraiment de voir ce que la Nation of Islam. Donc je sais que moi, je réprouve totalement la Nation of Islam. Je suis plutôt le monsieur qui va s'intéresser à l'époque de Malik Shabazz. C'est-à-dire que quand Malcolm X arrête d'être Malcolm X et qu'il devient Malik Shabazz, là, j'adhère, tu vois. Il devient musulman orthodoxe, il quitte la Nation of Islam, qu'il le fait assassiner. Tout le monde le sait. Et donc, du coup, le Khalil Mohamed qui se réclame tout le temps dans ses vidéos, parce que je l'écoute, même toutes ses dernières communications, il est très clair. Il a dit qu'il est passé par l'école de l'islam,
mais qui n'en fait plus partie. Je peux te montrer les vidéos. C'est répété tout dernièrement. C'est un positionnement qu'il a depuis un moment. Hein. Mais vous savez qu'il est allé en Iran rencontrer Ahmadinejad. Oui, je sais. Et donc, c'était après sa rencontre avec l'organisation chiite en France. Et donc, ou je sais pas, mais en tout cas, ce centre-là, il a été fermé pour des raisons oui, j'ai entendu parler de ça. obscures. Je pense pas que c'est des gens qui étaient dangereux, mais bon, l'État. Mais nous sommes d'accord sur le principe que Kémy Séba, il mène un bon combat, il faut le soutenir. Mais la question est qu'aux Antilles, des gens qui sont extrêmement dangereux, qui tirent à boulet rouge contre la majorité des Africains musulmans et des Arabes, sont en train de surfer sur la vague Kémy Séba, alors que ce sont des gens qui sont censés être financés par Israël et pour mener un combat d'arrière-garde pour déstabiliser en fait le mouvement de la diaspora et sous couvert du panafricanisme. Je prends ma responsabilité lorsque je dis ça. Nous attendions que Kémy Séba puisse mettre, comment dirais-je, mettre les choses au clair, puisqu'il a fait des vidéos pour dénoncer l'extrémisme des afrocentristes. Et jusqu'à maintenant, nous sommes sur notre fin, nous n'avons rien vu. Bah, en fait, lui, si tu veux, il a pris position comme ayant fait partie de l'école musulmane, mais donc il n'est plus, et que maintenant il adhère plus aux religions traditionnelles, et ça depuis son départ au Bénin, car c'était pas si affiché que ça quand il était encore au Sénégal. Et concernant ce que tu viens de dire, il a pris aussi un autre positionnement. Donc, oui, mais je voulais vous demander, étant donné que la majorité de l'Afrique est musulmane, le panafricanisme ne concerne pas uniquement quelques pays francophones comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Gabon et le Bénin. Quel est le dialogue que Kémy Séba et Urgence panafricaniste développent avec la majorité des Africains musulmans, des imams, des dirigeants des mouvements musulmans concernant son programme? Parce que, à mon avis, Kémy Séba n'a pas inventé le panafricanisme, puisque les premiers qui ont cherché à unir l'Afrique, c'est Cheikh Amadou Bamba, l'émir Abdelkader, Cheikh Omar Tal, Elhadj Omar et tout ça. Et Kémy Séba n'a pas inventé le panafricanisme. Mais quel dialogue il a avec la majorité des Africains qui pourraient les musulmans qui pourraient lui demander, Monsieur Kémy Séba, vous êtes panafricaniste, mais quel est votre programme? Parce que nous aussi. Donc, comme je viens de te dire, il a changé de positionnement par rapport au fait qu'il était musulman, mais aussi à ça, ce que tu viens de dire là. Donc, lui. Mais on ne peut pas envisager le panafricanisme sans une interaction, un dialogue avec le puissant mouvement musulman qui englobe la majorité du continent africain. Il n'est pas sectaire. C'est pas quelqu'un qui est sectaire. Tu vois, il a eu des influences, il a eu son parcours. Est-ce qu'il a des séminaires, est-ce qu'il a des colloques avec les dirigeants? Oui. Moi, je l'ai vu faire des. Oui, il parle avec les dignitaires religieux. C'est la première chose qu'il fait, même quand il va dans un pays, c'est parler aux dignitaires, qu'ils soient musulmans, vaudouisants ou il parle aux dignitaires religieux, traditionnels, aux endroits où il va en priorité. Il a cette démarche-là, il n'est pas sectaire. Et il a très bien est-ce que cela a dégagé est important en Afrique. Pour l'intérêt du continent africain, est-ce que ces rapports conduisent à une plateforme commune pour défendre les intérêts identitaires, les intérêts politiques, les intérêts économiques, les intérêts monétaires de l'Afrique? Est-ce qu'il a une plateforme avec les différents dirigeants musulmans en Afrique qui sont majoritaires?
Alors lui, il mène un combat déjà contre les dirigeants africains qui sont des oligarques et qui sont acoquinés euh, avec les intérêts occidentaux qui, eux, sclérosent le développement de l'Afrique. Alors, il est comme un Ibo Simon de chez nous, hein, des Antilles, mais en Afrique. C'est-à-dire, on connaît bien Ibo Simon, qui était le premier à critiquer les Antillais, et on critiquait Ibo Simon parce que Ibo Simon était celui qui secouait les puces à son propre peuple. Kémy Séba est le Ibo Simon d'Afrique. Il est comme en Guadeloupe, Ibo Simon secoue les puces du peuple guadeloupéen. Kémy Séba secoue les puces des dirigeants africains. Et il a des couilles, je veux dire, quand même, il s'expose. Après peut-être, on ne connaît pas les dessous. Hein, ce que nous, on voit et la réalité, c'est deux choses. Donc, nous, on voit une chose et là, la réalité, c'est autre chose. Donc, nous ne connaissons pas, on connaît pas les dessous. Kémy Séba, il a sûrement des choses qu'il ne peut pas dire devant une caméra. Il en connaît beaucoup plus, à mon sens, que ce qu'il en dit devant une caméra. Et il y a des choses qu'il ne peut pas dire. Lui-même, il a sa communication, elle est stratégique. Donc, s'il y a des vagues de gens qui adhèrent au mouvement kémitique, même s'ils sont suprémacistes, il ne les refuse pas. Mais il l'a dit clairement, je rentre plus dans ce délire OTEP, kémite, il est plus dans ce délire-là. Il a dit qu'il est passé par cette école, comme il a dit qu'il est passé par l'école de l'islam, mais qu'aujourd'hui, il est revenu vers les religions traditionnelles et il est donc bon, je ne vais pas dire, il ne peut pas le dire peut-être lui-même, mais de ce que j'ai compris, il s'est fait initier par les dignitaires traditionnels du Bénin et il est revenu à cette religion-là. Donc, oui, mais regardez, du point de vue, du point de, du point, oui. du point de vue théologique, il faut qu'on sache clairement s'il a abjuré la religion musulmane. D'une part, je veux dire que nous la soutenons, comme tu dis. Il ne le dit pas clairement. Il dit qu'il a changé de religion. Alors, moi, de ce que je sais, c'est que dans la religion traditionnelle du Bénin, comme le professeur Haza du Bénin nous le dit, il y a un Dieu unique et qui est sans image. Donc, on ne peut pas le voir. Donc, peut-être lui, dans sa pensée traditionnaliste, il n'y a pas de contradiction avec l'islam. C'est à lui de lui poser la question. Mais à mon sens, comme il le présente et qu'il le répète, il a dit que lui, il a un profond respect de l'islam, il connaît, il a vécu 9 ans au Sénégal, comme je vous dis, quand on vivait autant d'années dans ce pays, vous ne pouvez pas échapper à cette ferveur et si vous vivez dans le peuple, à y participer. Donc, il doit bien être conscient que c'est pas possible de renverser les soufis qui sont majoritaires en Afrique subsaharienne, hein, il faut le dire. Hein. L'Afrique subsaharienne est majoritairement influencée par le soufisme. Pourquoi? Parce qu'à l'époque de la colonisation, tous les livres de fiqh, de savoir musulman qui passaient des colonies francophones du monde de l'Orient et qui demandaient à arriver vers l'Afrique noire, et comme on avait comme Paul Marty ou William Ponty, des gens qui filtraient les écrits qui venaient. Donc c'est pour ça que l'Afrique subsaharienne n'a pas une culture de hadith. C'est pas tous les marabouts subsahariens n'ont pas une culture de hadith. C'est des gens qui on leur a fait parvenir quasiment que des ouvrages de tassaouf. Donc, c'est des gens
qui ont développé le tasawwuf beaucoup plus qu'ailleurs. Donc, il en est témoin. Il sait très bien que c'est un socle aujourd'hui inébranlable en Afrique sahélienne. On ne peut pas, donc il est obligé de composer avec ça. Il sait que l'Afrique est multiple et qu'on ne peut pas imposer une religion. Il n'a jamais eu une religion en Afrique de toute façon. Il y a toujours Oui. une. Alors, le problème, c'est que, en ce qui nous concerne, il cherche à exercer une influence en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, mais je pense qu'il a le devoir de clarifier, de clarification, d'autant que, comme nous voyons, qu'il y a des éléments détracteurs qui surfent sur la vague Kémi pour mieux se camoufler pour attaquer l'Afrique et les musulmans. Donc, il y a ce premier point. Ce deuxième point, c'est que nous soutenons Kémi Séba face à toutes les attaques qu'il subit. Nous étions donnés aussi qu'il soit musulman et qu'il n'ait pas dénoncé la Chine qui opprime ses propres concitoyens ouïghours. La Chine est devenue un social impérialisme, comme Che Guevara dénonçait à son époque, dans un colloque en Algérie, l'URSS comme un social impérialisme. Mais j'ai constaté que dernièrement, Kémi Séba a dénoncé, comment dirais-je, le comportement de la Chine vis-à-vis des Africains, vis-à-vis du racisme chinois contre les Africains qui sont émigrés en Chine. Et donc, je crois que il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur, comment dirais-je, beaucoup de problématiques parce que nous, personnellement, particulièrement, nous sommes pour la souveraineté de l'Afrique et que nous ne voudrions pas que la Chine devienne un nouvel impérialisme pour remplacer la France-Afrique et pour exploiter les Africains et l'Afrique. Donc, je pense que Kémi Séba, il en est bien conscient. Il l'a dit dans diverses interventions. Mais je crois que, en fait, cette jeunesse, il y a une partie de la jeunesse africaine désislamisée qui le suit. Je pense que cette jeunesse, elle doit participer à un mouvement d'émancipation, mais elle doit revenir aux sources de la tradition, aux sources de l'islam, parce que cette jeunesse peut être manipulée aussi, parce que il faut se dire que comment dirais-je, les adversaires occidentaux de l'Afrique, ils sont préoccupés, ils sont mobilisés particulièrement contre l'islam, pas contre le mouvement démocratique, on peut dire, de Kémi Séba, parce que Kémi Séba mène un mouvement démocratique, un mouvement panafricaniste, et je pense que il n'a pas un panafricanisme, disons-nous-le, qui est sectaire. Mais c'est vrai que c'est un sujet qu'on peut développer. Peut-être que nous pourrions avoir un interlocuteur qui est un de ses collaborateurs et qui pourrait participer avec nous à un échange sur ta chaîne et donc où nous pourrions peut-être avoir un peu plus de précision sur son agenda. En fait, nous les musulmans, nous avons bien accueilli le mouvement panafricaniste, hein, puisque moi personnellement, j'ai eu des contacts avec Kémi Séba où nous lui avons remis un mémoire collectif Pierre Davidas Kémi Séba. Mais il n'en demeure pas moins que nous devrions aussi clarifier les choses et je pense qu'un débat avec un interlocuteur d'urgence panafricaniste pourrait mieux nous éclairer sur l'orientation
de M. Kémy Séba. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Et puis, Bien, nous remercions un les live internautes. sur StreamYard, sur ta chaîne, et aussi de les inviter donc à aller sur peut-être ta page Facebook, hein, Macandal, et puis aussi la page Mahmoud Barka Barik X, euh, où ils peuvent échanger aussi en privé, peut-être avoir des contacts pour des gens qui seraient intéressés de prendre contact avec Monsieur Macandal. Voilà, c'est facile à Oui, trouver. effectivement, tu as dit Barik X, non, c'est Mahmoud Barka. Il y a Facebook Mahmoud Barka, il y a un Facebook Macandal Bernard. Et D'accord. il y a la chaîne, la présente chaîne, hein, Centre Afro-Islam. Donc, les internautes peuvent prendre Il contact faudrait qu'ils avec nous. s'abonnent, les gens, déjà. Et Comment? il faudrait que les gens ils s'abonnent à la chaîne, qu'ils appuient sur le bouton rouge à s'abonner à ta chaîne et Oui. déjà, s'ils voient la vidéo, qu'ils veulent la partager, qu'ils la partagent, hein, ça serait bien. Et aussi qu'ils appuient, qu'ils y mettent un like, hein, pour référencer ta vidéo, pour qu'elle soit plus vue, pour t'aider. Et aussi, euh, voilà, comme je dis, partagez, et puis abonnez-vous à la chaîne de Macandal. Et j'espère qu'on va pouvoir faire d'autres lives et peut-être on fait une invitation à un membre, même en France ou n'importe qui est proche de cette mouvance, qui voudrait faire une locution avec nous, une communication. Voilà, ça serait très intéressant. Merci à vous. Je laisse Macandal appuyer sur le bouton rouge en haut pour terminer le live. Tu le vois? Merci et à bientôt. À bientôt.